Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir pour cette nouvelle émission. Et ce soir, on démarre tout de suite avec notre invitée, Myriam Ouaki, du cabinet d'avocats Pares Advogado à Lisbonne. Bonsoir Myriam. Bonsoir Bernard, merci de Alors, cette invitation. aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de l'allojamento local, qui est un sujet qui revient sur le devant de la scène au Portugal, mais pas que, qui revient sur le devant de la scène de manière mondiale et avec des restrictions, avec une nouvelle façon de voir les choses ou une manière d'analyser les dégâts que cette location court terme ou short terme a pu faire dans le passé. Et on voit bien qu'il y a une tentative de reprise en main du politique pour essayer de redéfinir avec succès, avec moins de succès. Voilà. Alors, vous, on ne va pas prendre de position aujourd'hui, mais par contre, on va vous écouter, vous allez nous expliquer ce qui a été défini, en tout cas pour les années à venir au Portugal. Allez, on vous écoute. Juste, on commence par une rapide définition de qu'est-ce que c'est exactement l'allojamento local, et après, vous nous expliquez. Ok. Alors, l'allojamento local, donc ça c'est le terme en portugais. En français, on peut le traduire par de l'hébergement touristique. Qu'est-ce que c'est? C'est une activité, au Portugal, c'est considéré comme une activité commerciale qui correspond à la location d'un bien immobilier qui est affecté à l'habitation pour des touristes. Donc, en opposition avec de la location longue durée, il s'agit de courts séjours qu'on va proposer donc à des touristes et qui vont utiliser notre appartement, notre maison, etc. Voilà la définition de l'allojamento local. Alors, juste une petite question. Est-ce que ça concerne que les touristes ou est-ce que ça concerne toutes les locations courtes, inférieures à 30 jours, que ce soit à un touriste ou pas? Oui, quand je dis touriste, c'est parce qu'en général, ça concerne surtout les touristes, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle personne qui a besoin d'une location courte durée. Donc, la différence légale entre la location courte durée et la longue durée, c'est que la longue durée est définie par la loi, par le Code civil, comme étant une location d'un minimum d'1 an. D'accord ? Ensuite, il y a des dérogations possibles pour rester dans le régime de la longue durée quand il s'agit de conditions transitoires. Quand on a, par exemple, un étudiant qui vient faire un semestre dans une université pour 6 mois, il va avoir le droit d'avoir un contrat de longue durée, mais de 6 mois. Mais tout ce qui sort de ce cadre légal de la longue durée sera considéré comme de la courte durée, donc avec tout ce que ça implique. Au Portugal, vous n'avez pas comme en France d'intermédiaire qui a été créé avec un espèce de bail mobilité. Par exemple, je loue un cadre, voilà, allez, imaginons un avocat français qui viendrait travailler 2 mois chez vous. Il a besoin d'un logement pour 2 mois, il ne veut pas aller à l'hôtel. Je lui loue pour 2 mois. Est-ce que je suis en allojamento ou est-ce que je ne suis pas en allojamento? Alors là, on va rentrer justement dans les exceptions de la longue durée en pouvant justifier d'une location inférieure à 1 an pour des raisons transitoires de la personne. Très Donc bien. là, on rentre encore dans le contrat longue durée. OK. Allez, on vous écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour revenir un peu par rapport à ce que vous disiez, effectivement, je pense que c'est un mouvement assez général. Le Portugal arrive toujours, comme d'habitude, toujours un petit peu à la traîne par rapport aux autres pays. Mais effectivement, on a vu, on va dire que tous les gouvernements des pays européens ont complètement ouvert les vannes ces dernières années pour la location touristique. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, ça a quand même des conséquences sur le logement, sur les propriétaires qui vivent dans des immeubles. Et donc, le Portugal ne déroge pas à la règle. On a eu de plus en plus de problèmes au niveau donc, crise du logement et des problèmes au niveau des copropriétés. Donc, le gouvernement vient mettre en place un régime qui vient refermer les vannes avec cette loi qu'on appelle Mais Habitação, donc plus de logements en français, et qui vient réduire de manière assez drastique l'utilisation de l'allojamento local. Donc on a 4 mesures principales que je vais citer qui viennent changer un petit peu la donne par rapport à l'utilisation de l'allojamento local. Première mesure, on a une suspension des nouvelles licences allojamento local pour tout ce qui est appartement. Donc appartement, c'est ce qu'on appelle en portugais une fraction autonome qui se trouve dans un immeuble en copropriété. Donc là, toutes les nouvelles licences
sont suspendues. On ne peut pas obtenir de nouvelles licences pour un appartement. Sur l'ensemble du pays? Non, j'allais y venir. Ah, Dans les grandes métropoles, donc Lisbonne, Porto, Faro, tout ce qui est intérieur du pays, en revanche, il est toujours possible d'obtenir une nouvelle licence, même pour un appartement. Donc, on a une liste qui a été publiée par le gouvernement avec tous les territoires qui sont considérés comme intérieurs du pays, que vous pourrez consulter si vous le souhaitez sur ma note informative qui est publiée sur notre site. Vous avez vraiment la liste de toutes les régions et de toutes les freguesias qui entrent dans ces territoires de l'intérieur, qui sont donc une dérogation à la règle de la suspension. Et j'insiste bien, cette suspension ne concerne que les appartements. Donc, si vous avez une maison à Lisbonne, vous pourrez toujours obtenir une nouvelle licence. c'est Ça, c'est la intéressant. première. Oui. C'est intéressant, ça. Ça va peut-être donner un petit boom supplémentaire sur les maisons. Oui, après, à Lisbonne, dans les grandes métropoles, il n'y a pas beaucoup de maisons individuelles. On est quand même plus sur de l'immeuble en copropriété. Et donc, cette mesure, elle va vraiment à l'encontre d'une décision de la Cour suprême de justice qui avait été prise l'année dernière, en mars 2022, qui venait justement un peu au secours des copropriétaires qui en avaient ras-le-bol de tous ces problèmes qui sont causés par les touristes, et pas que, mais en tout cas les personnes qui utilisent les appartements en courte durée. La Cour de justice avait proclamé l'interdiction de l'allogement local, justement, dans les immeubles en copropriété qui sont affectés à l'habitation, c'est-à-dire la quasi-totalité des immeubles. Donc, le législateur est venu se conformer, on va dire, à cette décision en ce qui concerne les appartements. Mais oui, pour les Alors, maisons, ouais, juste une remarque, parce qu'il y a quelque chose qui se fait beaucoup en France. Est-ce que ça pourrait être transposable au Portugal, d'acheter une maison et ensuite de fractionner la maison en une espèce de co-living et de louer après les pièces en alojamento en prétextant que c'est une maison et qu'il n'y a pas de copropriété? alors oui, tout à fait. À partir du moment où on indique dans le titre constitutif de la copropriété, lorsqu'il s'agit d'un bien ou tout neuf ou qu'on va diviser, à partir du moment où on indique dès le départ dans la constitution de la copropriété que les divisions sont autorisées pour de l'allogement local, il n'y a pas de problème. D'accord? Une chambre peut être aussi une division, c'est une des modalités pour faire de l'allogement local. On a les appartements en entier, mais on a aussi une seule chambre à l'intérieur d'un appartement. Très bien. Alors ensuite, deuxième mesure qui vient limiter l'utilisation de l'allogement local, c'est la limitation dans le temps de la validité des licences. Donc, les licences qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi, je ne l'ai pas dit, cette loi est entrée en vigueur le 7 octobre dernier. Donc, toutes les licences qui existaient avant l'entrée en vigueur de cette loi seront valables jusqu'en 2030. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas de durée de validité des licences. On a donc mis en place une durée jusqu'en 2030 avec la possibilité d'une demande de réappréciation en 2030. On verra évidemment d'ici 2030 où en sera le panorama du logement au Portugal pour voir si effectivement on aura des renouvellements tacites ou automatiques des licences. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir, on attend de voir si les mesures prises par notre gouvernement auront un effet utile ou pas. Pour les nouvelles licences qui seront demandées à partir du 7 octobre, elles auront une durée de validité de 5 ans uniquement, et de la même façon, avec une demande de réappréciation possible au bout des 5 ans. Voilà, ça c'est la nouveauté. Ensuite, autre nouveauté concernant, donc encore une fois sur l'idée de protéger les copropriétaires qui vivent dans un immeuble où il y a de l'allogement local. Là, on a donné encore plus de pouvoir aux syndicats de copropriété, à qui il est possible aujourd'hui de faire annuler une licence allogement local tout simplement par une délibération en AG de copropriété sans aucun motif. Jusqu'à présent, ils pouvaient le faire, mais il fallait justifier avec des preuves à l'appui la décision qui ensuite était envoyée au maire de la municipalité qui, lui, prenait la décision de faire annuler. Aujourd'hui, il suffit d'une simple délibération sans aucune justification pour demander l'annulation d'une licence. Et la décision est prise par le maire de la même façon, sans aucune explication. Et la délibération, elle se fait à quelle majorité?
alors elle se fait à la majorité simple. Simple. Donc, voilà, c'est quand même un grand pouvoir pour le syndicat. De la même façon, pour obtenir une nouvelle licence pour un appartement en copropriété qui se trouve donc dans un territoire de l'intérieur, on devra au préalable avoir une délibération de l'Assemblée générale pour pouvoir demander cette licence. Donc, ça fait partie maintenant du process de demande de la nouvelle licence. OK. Alors, juste une petite Hmm. question. On a vu que les licences ont été limitées dans le temps. Oui. Est-ce que ces licences sont transmissibles? C'est-à-dire Alors, si tu venais, justement, c'était mon D'accord. cas. Allez. Bernard, ça me permet de faire la transition. Donc, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de transmissibilité possible de toutes les licences, quelle que soit la modalité de l'allogement local, que ce soit un appartement, une maison, une chambre, et quel que soit le territoire où se trouve l'allogement local. Plus de transmissibilité possible. Donc, quand on vend un bien, la licence s'éteint et le nouveau propriétaire doit faire une nouvelle demande. Très bien. Voilà. Et enfin, une dernière nouveauté, c'est la mise en place d'une contribution extraordinaire, donc une taxe sur les revenus de l'allogement local que pour les appartements et les établissements d'hospedage. Donc, c'est les établissements d'hébergement, qui est une autre modalité possible. On a donc une taxe de 15% qui sera appliquée. On n'a pas encore toutes les modalités pratiques de cette taxe, mais ce sera sur l'application de 2 coefficients qui correspondent à la localisation du bien et à sa superficie. Donc, on attend encore le décret d'application de cette taxe, mais là aussi, c'est évidemment un frein à l'utilisation de l'allogement local pour inciter les gens à faire plus de locations longue durée. Et pour rester dans le thème de la fiscalité, une des mesures qui a été mise en place et que je trouve assez intéressante, c'est la possibilité d'être exonéré d'impôts sur les revenus fonciers, donc sur les revenus locatifs de la longue durée, jusqu'en 2029, si on transfère son appartement qui était en allogement local en location longue durée. Si on fait ce transfert, et en prouvant qu'on faisait de l'allogement local depuis au moins 1 an dans ce bien, si on passe à un contrat de location longue durée, on sera exonéré d'impôts sur tous les loyers jusqu'en 2029. Ce qui est quand même pas négligeable quand on sait que les loyers sont imposés à 28% au Portugal. D'accord. Et j'ai une question un peu d'ordre général à vous poser. Cette loi qui arrive, en tout cas, cette espèce de paquet spécifique, est-ce que vous pensez que c'est dogmatique, que c'est technique, ou alors qu'il y a une vraie volonté de changer la redéfinition du tourisme telle qu'elle avait été changée il y a quelques années avec ces courts week-ends encouragés, ces déplacements en Europe par avion, avec ces compagnies aériennes low cost. Enfin, on a vraiment vu, si on se rappelle ce qu'était le tourisme il y a 15 ans et ce qu'il est aujourd'hui, on a vraiment vu un changement. Donc là, 3 hypothèses. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est dogmatique parce que la gauche devait faire quelque chose par rapport à son électorat? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté au Portugal et ailleurs en Europe, parce que ces réécritures de la loi, on les a un peu partout, de redéfinir ce que doit être le tourisme de demain? Alors, je ne pense pas que ce paquet législatif tend plus à la question du tourisme qu'à la question du logement. Pourquoi je dis ça? Parce que les mesures qui ont été prises sont vraiment des mesures très chirurgicales, sur la question de la crise du logement, sur la question de les Portugais n'arrivent plus à se loger parce que les étrangers ont investi en masse dans de l'allogement local et on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie de biens en location longue durée. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'allogement local soit associé tant que ça au tourisme. Ou en tout cas, les mesures qui sont prises ne visent pas à réduire le tourisme, mais plus à augmenter le logement tel qu'il existe. Et pourquoi est-ce que je dis ça par rapport au tourisme? C'est que d'un autre côté, je ne vois pas le gouvernement mettre en place des mesures qui vont aider à la construction de nouveaux hôtels, par exemple. Parce qu'on sait que, par exemple, à Lisbonne, on manque cruellement d'hôtels.
Et c'est bien pour ça qu'il y a eu autant de biens en allogement local qui ont été mis sur le marché, parce que les touristes n'avaient pas assez d'offres au niveau d'un logement ou de solutions temporaires comme les hôtels. Donc voilà, c'est mon sentiment. Je n'ai pas l'impression que ce soit tant sur la question du tourisme. Aujourd'hui, une personne qui rachèterait un immeuble entier à Lisbonne, donc un immeuble qui par définition est en copropriété, qui viendrait annuler le règlement de copropriété. Donc son immeuble deviendrait une sorte de maison à plusieurs étages. Il pourrait alors le remettre sur le marché de l'allègement local? C'est ce que j'expliquais, effectivement. À partir du moment où un même propriétaire, une même personne est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, il peut redéfinir ce qu'on appelle le titre constitutif de la copropriété et indiquer que l'immeuble est autorisé à faire de l'allogement local. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans grand nombre de cas pour des investisseurs qui veulent continuer à faire de l'allogement local, qui vont racheter un immeuble entier et qui vont l'autoriser pour l'allogement local. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour ne pas éradiquer complètement l'allogement local, parce qu'on en a besoin pour les touristes et pour les personnes qui ont besoin de logements temporaires. Mais d'un autre côté, ça réduira grandement les problèmes qui peuvent exister aujourd'hui quand on a un immeuble en copropriété avec des propriétaires qui vivent, c'est leur habitation principale, mais à côté, ils ont des touristes qui ne font pas attention au bruit, aux heures, aux poubelles, etc. Là, on aura des immeubles dédiés à l'allogement local. Donc, je pense que ce sera une bonne solution. Après, un immeuble dédié à l'allègement local, c'est un hôtel sans restaurant. C'est un hôtel sans restaurant, effectivement. Alors, on peut aussi fournir des services de restauration avec l'allogement local, mais la seule différence, c'est le régime applicable, effectivement. Et ça reste toujours beaucoup plus intéressant pour une personne de faire de l'allogement local au niveau fiscal. L'imposition est quand même bien plus avantageuse que de la longue durée. Alors justement, c'était ma dernière question, ça. Il y a une loi qui était passée il y a quelque temps, déjà pour restructurer un peu et pour redéfinir la fiscalité. Est-ce qu'on sent un deuxième paquet qui pourrait arriver pour rapprocher, comme c'est le cas en France, alors on n'y est pas encore, mais on sent qu'il y a une volonté de rapprocher les différentes fiscalités sur l'immobilier. Là, aujourd'hui, en alloggiamento local, quand vous encaissez 100, qu'est-ce que vous devez comme impôt? Alors, en allogement local, on a un coefficient de 0,35 qui s'applique. Ça veut dire qu'on est imposé que sur 35% de son revenu. Et on va être imposé au taux d'imposition progressive qui nous est applicable sur l'ensemble de nos revenus. Donc ça rentre, c'est un revenu. Ça rentre dans l'assiette fiscale de nos revenus. Mais on est imposé que sur 35%. D'accord. Et on est imposé sur 35% des recettes ou sur 35% des recettes moins les frais? Des recettes moins les frais. Non, pardon, j'ai dit des bêtises. Des recettes, puisque comme on a déjà ce coefficient qui est très avantageux, on considère que les 65% restants, ce sont des frais déductibles, en fait. Et on n'a pas besoin de les justifier. D'accord. Donc, c'est un petit peu ce qui correspond au régime français du micro foncier ou micro BIC, suivant les choses. Et Mais pour dans répondre le… à votre question, en tout cas dans le budget de l'État qui a été publié très récemment, on n'a pas de mesures supplémentaires par rapport à ce que je viens de vous indiquer, donc cette taxe extraordinaire qui va être mise en place sur les revenus de l'allogement local. On n'a pour l'instant pas d'autres mesures pour venir rapprocher les fiscalités des deux régimes. D'accord. Allez, dernière question. On a déjà pris pas mal de retard. Au niveau donc de la location immobilière classique, donc on a un impôt de 28%. Est-ce qu'il existe aussi un régime où on peut appliquer des frais forfaitaires et donc avoir une réduction de l'assiette, ou est-ce que c'est toujours le réel et on fait toujours les recettes moins les frais réels et ensuite on paye son impôt de 28? Alors, sur la location longue durée, on peut toujours déduire un certain nombre de frais, de dépenses qui sont directement liées à la location. Et on a, depuis 2 ans, un régime d'imposition dégressif en fonction de la durée du contrat. Donc, plus le contrat de location est long, et plus on verra son taux d'imposition réduire. Par exemple, en prenant l'autre extrême, donc 28%, c'est le taux de base. Si on a un contrat de bail de 10 ans, on sera à 14%. Très bien. Et donc, on a une grille comme ça qui s'échelonne entre les 28 et les 14% en fonction de la durée du contrat.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Myriam, pour ces explications. C'était très clair, c'était très intéressant. Et on voit que le Portugal va un petit peu dans le sens de l'ensemble de l'Europe. La French Radio. Portugal.